Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Vidal. Pour cet entretien réalisé avec le soutien institutionnel du laboratoire Astellas, nous allons parler d'un sujet encore tabou, la ménopause. Elle concerne chaque année en France 500 000 nouvelles femmes et débute en moyenne vers l'âge de 51 ans, tout en entraînant parfois des symptômes pouvant se révéler un réel fardeau au quotidien. Et pour évoquer ces troubles climatériques liés à la ménopause et faire le point sur les différents traitements existants, nous recevons le docteur Brigitte Letombe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue médicale à Paris et membre du bureau de la Société française de ménopause GEMVI pour groupe d'études de la ménopause et du vieillissement hormonal. Alors, avant de parler des conséquences possibles de la ménopause, pouvez-vous nous rappeler sa caractéristique? Alors la ménopause, c'est une étape physiologique de la vie des femmes. Ça arrive vers la cinquantaine, moyenne d'âge à peu près 51 ans, et ça correspond à l'arrêt de fonction ovarienne. C'est-à-dire que la fonction ovarienne a débuté avec les ménarches, et puis petit à petit, il va y avoir un épuisement des follicules ovariens. Et la ménopause, c'est quand ça fait 1 an qu'il n'y a plus de fonction ovarienne, donc c'est un diagnostic clinique, 1 an d'arrêt de fonction ovarienne, donc 1 an d'arrêt des menstruations dans la tranche ménopausique. Il n'y a donc plus d'ovulation, perte de la fertilité, mais il n'y a plus non plus de sécrétion d'hormones endocrines, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ostradiol et plus de progestérone. Et c'est cette carence œstrogénique qui va être responsable pour beaucoup de femmes d'une symptomatologie, voire de facteurs de risque ultérieurs. Alors, quelles peuvent être les manifestations cliniques liées à la ménopause? Alors, les manifestations cliniques, les plus connues évidemment, c'est les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Ça, je dirais que tout le monde connaît ça. Et les femmes d'ailleurs qui ne veulent pas montrer qu'elles sont en phase ménopausique, souvent se cachent de ces bouffées vasomotrices. Donc, on va dire que plus de 85% des femmes ont des symptômes, et notamment vasomoteurs. Alors, c'est très variable. Il y a des femmes qui vont avoir une bouffée de chaleur tous les 3 jours, et il y en a d'autres qui en auront 15 par jour. Donc, c'est vraiment, pour certaines, un fardeau. Alors, il y a d'autres manifestations qui sont moins connues. Ce que l'on connaît peut-être moins, c'est les troubles du sommeil, qui ne sont pas toujours attachés à la sueur nocturne. C'est des troubles de l'humeur, des troubles dépressifs. Un syndrome dépressif peut démarrer en périménopause, juste avant même l'arrêt de la fonction totale des ovaires. C'est des douleurs articulaires, un syndrome musculo-squelettique qui n'est pas connu non plus. Et puis des troubles cognitifs, ce que les Anglais appellent le fog, brain fog, c'est-à-dire des troubles de concentration, perte de mémorisation. Donc ça, c'est des choses qui sont moins connues par les femmes, mais moins connues aussi par les professionnels de santé. Et puis, il y a des Et femmes pour puis, lesquelles ça se passe bien. oui, mais j'ai oublié, parce que je veux vous dire tout, dans la symptomatologie, ce qui est souvent oublié par les professionnels de santé, c'est les difficultés sexuelles et puis ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause, donc des troubles urinaires. Et pour certaines femmes, ça peut bien se passer, évidemment, parce que c'est quand même une libération aussi, la ménopause. C'est l'arrêt de cette cyclicité menstruelle et de ce que ça signifie, avec notamment la périménopause qui est souvent très mal vécue, parce qu'il y a des hauts et des bas, des phases d'hyperœstrogénie, des phases d'hypoœstrogénie. Et c'est souvent une période très difficile, avec des règles souvent ménorragiques, qui peuvent arriver de façon totalement inattendue. Donc quand la ménopause est là, il n'y a plus de menstruation. Donc c'est super pour les femmes qui ont eu du mal à vivre avec, cette symptomatologie menstruelle. Et donc, ces symptômes ne sont pas systématiques et ils ne se cumulent pas forcément. Ah non, heureusement! Alors certaines femmes ont tout cumulé, ça c'est vrai. Et donc ces femmes-là ont vraiment besoin d'un accompagnement et d'une thérapeutique. Mais certaines femmes auront quelques bouffées vasomotrices, d'autres auront peut-être, simplement des douleurs articulaires, d'autres auront, peut-être des troubles de l'humeur. C'est vrai qu'il faut avoir à l'esprit que certaines femmes qui sont très sensibles aux variations hormonales, les femmes qui avaient par exemple systématiquement un syndrome prémenstruel, les femmes qui, après l'accouchement, ont fait bien plus qu'un postpartum blues, donc c'est-à-dire des femmes qui sont très sensibles aux variations œstrogéniques, elles peuvent avoir une dépression, un syndrome dépressif qui va débuter avant même la ménopause, donc il faut y penser. Est-ce qu'il faut être forcément gynécologue pour identifier ces troubles? Non, il ne faut pas être gynécologue pour identifier tous ces troubles, et c'est vraiment important que les médecins généralistes, puisque c'est une étape physiologique de la vie des femmes, c'est important que les médecins généralistes, quand ils rencontrent une femme entre 45 et 55 ans, posent la question: «Est-ce que vous avez encore des cycles? Est-ce qu'il n'y a pas une irrégularité? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que vous aviez des règles vraiment très abondantes ou beaucoup plus abondantes? Est-ce qu'il n'y a pas en même temps une symptomatologie vasomotrice?» Alors les bouffées de chaleur, en général, elles en parlent. Est-ce que vous avez des douleurs articulaires étonnantes?
Est-ce que vous avez des troubles du sommeil? Est-ce que vous vous sentez pas un petit peu fragile? Est-ce que vous n'avez pas l'alarme facile? Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut poser et poser aussi la question de la sexualité, des difficultés éventuelles sur le plan sexuel. Parce que les femmes, souvent, n'en parlent pas et elles sont très contentes qu'on leur pose la question, qu'on leur pose une question ouverte qui leur permet de dire: «Vous savez, j'ai des petits problèmes de continence. Vous savez que pour les rapports, c'est devenu compliqué, c'est douloureux». Donc vraiment, il faut que les professionnels de santé aillent chercher cette symptomatologie. Alors, parmi ces symptômes dont vous nous parlez, est-ce que l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires sont Alors fréquents? ça, c'est pas quelque chose qui donne une symptomatologie. Ce que l'on sait, c'est que la perte des œstrogènes va favoriser les pathologies cardiovasculaires et va favoriser la perte osseuse. Donc il est très important de faire un état des lieux, de savoir est-ce que cette femme a vraiment une hypertension, par exemple? Est-ce qu'elle a une hypercholestérolémie? Est-ce qu'elle a fait un diabète gestationnel? Est-ce qu'elle n'aurait pas tendance à avoir un problème de glycémie? Puisqu'on sait que la carence œstrogénique va favoriser l'insulinorésistance et que donc elle aura tendance à installer son diabète. Donc ça, c'est de la prévention. Il faut donc faire un bilan métabolique. Et puis sur le plan osseux, évidemment, on ne peut le connaître que si on interroge la femme. Est-ce qu'elle a dans ses antécédents une maman qui a fait une fracture du col du fémur, puisqu'on sait que le premier facteur de risque, il est génétique. Et ensuite, il faudra faire une densitométrie minérale osseuse, assez largement, je dirais, parce que, bien sûr, il y a des facteurs de risque. Une femme qui est en sous-poids, une femme qui a eu une corticothérapie longue, une femme qui a fumé depuis l'âge de 20 ans. Donc ça, ce sont des facteurs de risque. On pensera à faire une densitométrie. Mais pour celles qui n'ont pas vraiment de facteurs de risque, ayez la densitométrie minérale-osseuse facile, puisque c'est un examen qui est facile, qui est pas douloureux, hein, qui dure 3 minutes et qui nous permet de savoir si on a un capital osseux déjà atteint. Parce que la perte des œstrogènes dans les premières années de ménopause, ça va vraiment faire perdre beaucoup au niveau du capital osseux. Donc dans les premières années, c'est très important qu'on puisse traiter les femmes si elles ont déjà une ostéopénie importante, au-dessus de -2, ou une ostéoporose déjà. Alors, vous nous l'avez dit hein, tout à l'heure, le diagnostic de ménopause, il est posé dès lors qu'un an sans Ouais. règles ont été constatés. Mais est-ce qu'il y a des examens Dosages spécifiques? hormonaux? Alors les dosages hormonaux ont franchement pas d'intérêt. Il faut bien savoir qu'en périménopause, quand on a de temps en temps un arrêt de la fonction ovarienne, c'est-à-dire des femmes qui pendant 3 4 mois n'ont pas de règles. Si vous faites des dosages hormonaux à cette période, vous aurez des dosages hormonaux de ménopause avec une FSH au plafond, un oestradiol effondré. Par contre, 2 mois plus tard, elle va se retrouver avec des cycles, peut-être pendant 3 4 mois. Donc, ne faisons pas de dosage hormonaux en périménopause. Le diagnostic, c'est une absence de règles d'1 an. Alors, il est vrai qu'il y a des femmes qui ont plus d'utérus et des femmes qui ont un stérilet au progestatif qui crée une aménorrhée. Ces femmes-là peuvent éventuellement désirer savoir si elles sont en période ménopausique ou pas. On peut à ce moment-là imaginer peut-être faire des dosages hormonaux, mais en expliquant que ces dosages hormonaux ne permettent pas de dire vous êtes ménopausée. Pour être ménopausée, il faut vraiment un arrêt de fonction d'1 an. Donc souvent, c'est quand même la clinique qui nous dit quand les femmes sont ménopausées. Donc, vous opérez un examen gynécologique? Alors l'examen gynécologique montre très vite quand il y a une absence d'imprégnation œstrogénique déjà depuis quelque temps. On les voit très bien au niveau vulvaire, au niveau vaginal. Et donc vraiment l'examen gynécologique nous permet de savoir. Et puis l'interrogatoire. Une femme vous dit: «Écoutez, ça fait longtemps quand même que j'ai plus de glaire cervicale». Les femmes connaissent leur fonction ovarienne quand même. «Ça fait longtemps que j'ai plus de tension mammaire». Donc ça veut dire qu'il y a plus d'imprégnation hormonale et plus de cyclicité. Alors, les femmes se connaissent elles-mêmes. Oui. Ont-elles pour autant envie d'en parler systématiquement à leur médecin généraliste? C'est une autre Non, affaire. parce que c'est tabou sur le plan sociétal, mais c'est tabou dans les consultations. On a fait une étude ELISA là en 2000 sur 5000 femmes dans cette tranche d'âge. Elles sont 50 à ne pas en parler quand elles voient un professionnel de santé. Elles n'en parlent pas parce qu'on est encore dans cette idée que la ménopause, bah, c'est la cinquantaine et pour une femme, c'est donc le début de la vieillesse. C'est vécu comme le début de l'obsolescence. C'est terrible parce que c'est pas du tout le cas. Une femme à 50 ans, elle peut aller très bien et elle peut vraiment être superbe jusqu'à 60, 65, 70 ans. Donc il faut arrêter de lier le phénomène de vieillissement à l'installation de la ménopause. Est-ce qu'il faut systématiquement proposer une prise en charge ou pas? Systématiquement, non. Une consultation systématique, oui. Toutes les femmes devraient avoir une consultation dédiée
à l'appréciation de cette symptomatologie, si elle existe, de l'importance, est-ce qu'il faut la prendre en charge ou pas, et surtout une appréciation de ces facteurs de risque carcinologiques en fonction de la génétique, facteurs de risque carcinologiques, cardiovasculaires, osseux, en fonction de la famille, mais aussi en fonction de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent. Est-ce elles ont une hygiène de vie? Est-ce que elles fument toujours? Est-ce qu'elles sont en surpoids? Enfin bref, tout ça, ça doit être évalué. Et sur le plan cardiovasculaire, il est nécessaire d'avoir un bilan métabolique, il est nécessaire d'avoir une prise de tension artérielle. Évidemment, il est nécessaire de faire une consultation avec une palpation mammaire et rappeler la nécessité de clichés mammographiques tous les 2 ans. Il est nécessaire d'avoir un examen gynécologique en vérifiant s'il y a eu des antécédents au niveau du col utérin ou pas et de faire donc le test HPV. Et puis, je vous ai parlé de la densitométrie qui n'est pas systématique, mais à laquelle il faut peut-être penser plus largement puisque on a quand même une sous-prescription de la densitométrie minérale osseuse. C'est le moment ou jamais d'arrêter de fumer? C'est jamais trop tard. C'est dommage d'avoir fumé jusqu'à l'âge de 50 ans, mais de toute façon, il est important de cesser cette intoxication tabagique qui augmente déjà les symptômes. Les femmes ne savent pas, mais on a plus de bouffées de chaleur, on a plus de douleurs, on a plus de troubles au niveau de la muqueuse vulvovaginale avec le tabac. Et en termes d'alimentation, Et est-ce on qu'il y a a des aussi plus de pardon. risques cardiovasculaires et plus de risques osseux. Alors précisément, est-ce qu'il faut, changer ou adapter son alimentation et comment? Assez clair. Mais ça, je pense que dans nos consultations, on le fait tous régulièrement. On parle de l'hygiène de vie, le mode d'alimentation en limitant les graisses, les sucres, en limitant l'alcool. On insiste beaucoup sur l'arrêt du tabac, évidemment, mais ce qu'il faut aussi, sur lequel il faut insister, c'est la surveillance du poids. Il faut savoir que les femmes, et les hommes aussi, à partir de 45 ans, ont une perte de fibres musculaires si elles ne s'obligent pas à avoir une activité physique. Cette perte de fibres musculaires va faire qu'au même poids, elles auront plus de tissus gras, elles brûleront moins de calories, et donc ça va s'auto-entretenir. Et souvent, les femmes, quand elles arrivent à 50 ans, elles me disent: «Ah ben ça y est, j'ai pris 6 kilos, c'est à cause de la ménopause». Mais non, c'est pas à cause de la ménopause puisqu'elles sont encore réglées souvent. Ça a commencé 4-5 ans plus tôt, parce que justement, il y a eu cette fonte musculaire. Donc il faut vraiment rappeler, bah, tout le temps, hein, mais même chez les ados, mais il faut le rappeler surtout chez les femmes de plus de 40 ans, qu'il est important d'avoir une alimentation équilibrée en limitant les sucres et les graisses, d'avoir les fibres bien sûr, les fruits et légumes, incontestablement, et puis surtout d'avoir une activité physique qu'il faut augmenter si l'on veut garder la capacité musculaire. Donc ça, c'est pour une question donc, d'hygiène de vie. On peut régler des Ouais. choses, déjà rien qu'en Rien qu'en changeant faisant ça. Ouais. ses comportements. Mais, Ouais. quand une femme est ménopausée avec une symptomatologie, Marqué. importante, marquée, il faut sans doute Ah, envisager il faut lui là des proposer des traitements médicaux. solutions. Il faut lui proposer des solutions. Il ne faut pas lui dire: «Bah, c'est physiologique, c'est comme ça, votre grand-mère, elle a eu une bouffée de chaleur, donc il y a pas de solution». C'est faux. Il y a des solutions, donc il faut donner des solutions. J'ai quand même vu des femmes qui me disaient: «Ah bah, j'en ai parlé, on m'a dit: "Oh bah, ça va passer"». Non, il faut Alors bien quelle avoir à se l'esprit, gardons à l'esprit quand même que les bouffées vasomotrices, ça dure pas 1 an ou 2, hein. On a des études vraiment bien faites, hein, une étude Swan qui a été bien faite et qui montre que la moyenne de temps de persistance des bouffées de chaleur, en moyenne, c'est 7 ans et demi. Et que malheureusement, pour celles qui ont eu des bouffées de chaleur même avant l'installation de la ménopause, parce que ça peut commencer en périménopause, ça va être 9 ans et demi. Donc on ne peut pas dire aux femmes: «C'est rien, ça va passer». Donc une femme qui a vraiment beaucoup de bouffées de chaleur et en plus, on sait que la fréquence des bouffées vasomotrices augmente le risque ostéoporotique et augmente surtout le risque cardiovasculaire, voire neurocognitif. Donc ces femmes-là, il faut les traiter. Et donc la première des solutions qui a montré une efficacité, notamment sur la symptomatologie vasomotrice, c'est le traitement hormonal de ménopause. C'est sûr, tout le monde le sait. Il y a aussi des traitements alternatifs. Donc, il y a des traitements alternatifs qui ont montré leur efficacité sur la symptomatologie vasomotrice. Ce sont les antidépresseurs. C'est incontestable, mais ça n'a pas l'AMM. Et puis, on a depuis avril sur le marché aujourd'hui une nouvelle molécule qui a une indication avec AMM, des bouffées vasomotrices, qui a montré une véritable efficacité. Donc, quand il y a bouffée vasomotrice, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas dire c'est pas grave, ça va passer. On a des solutions, il faut les proposer. Alors vous parlez d'antidépresseurs, c'est vrai que c'est une période, de la vie, dans la De vie d'une femme, de de fragilité à la fois fragilité psychologique, bien sûr. et familiale parfois également. Mais oui, bah oui, parce que c'est quand même une
On va dire que la cinquantaine, c'est presque une crise existentielle. C'est le moment où, en fait, on a des enfants qui vont partir, donc on parle du syndrome du nid. On a, déjà parfois un partenaire qui a éventuellement des pathologies. On peut commencer à avoir des pathologies soi-même, hein. On peut commencer à découvrir qu'on a un diabète, par exemple. On a des parents qui sont souvent, ou atteints par des pathologies graves ou que l'on a perdues. Donc et c'est aussi le moment où les femmes doivent accepter l'idée qu'elles ne feront plus d'enfants. C'est peut-être, facile de dire: «Bah, je veux plus d'enfants», mais quand on arrive à la ménopause et qu'on sait qu'on ne fera plus d'enfants, ça peut être compliqué de se dire: «Je ne peux plus». Donc il faut un petit temps, il faut s'adapter, mais c'est pour ça que c'est très important que les médecins en parlent avant. Il faut se préparer à cette étape qui va être une étape, à mon sens, très positive parce que les femmes pourront enfin savoir ce qu'elles veulent pour elles désormais puisqu'elles auront à moins avoir de logistique vis-à-vis des enfants, de la famille et du mari, par exemple. Elles pourront peut-être plus davantage se tourner vers elles-mêmes et puis, se poser des questions. Est-ce que je peux enfin m'occuper de moi? Et elles en auront besoin, puisqu'elles auront des symptômes, il faudra qu'elles s'occupent d'elles-mêmes. Mais vous l'avez évoqué également, il y a une minute, les antidépresseurs se posent souvent en solution. Je vais être volontairement provocateur en parlant de solution miracle. Est-ce qu'ils sont trop souvent prescrits aujourd'hui? Certainement, trop souvent prescrits parce que justement, d'abord, on n'a pas l'idée que l'hypoœstrogénie, la carence en oestrogène, est responsable de troubles dépressifs. Moi, je me souviens bien qu'il y a longtemps, hein, avant l'étude américaine qui a remis en question la prescription du traitement hormonal, j'avais des psychiatres qui m'adressaient des patientes en disant: «J'ai vu cette patiente, elle a une cinquantaine d'années, c'est une femme un peu fragile, mais bon, elle est vraiment en pleine ménopause. Allez voir votre gynécologue pour voir si un traitement hormonal peut pas améliorer les choses». Alors le traitement hormonal va améliorer certaines femmes, incontestablement, pas toutes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui auront besoin d'un traitement hormonal et qui auront quand même besoin, peut-être, d'un antidépresseur. Mais ne faisons pas l'inverse. Ne prescrivons pas d'emblée un antidépresseur en disant comme ça, il y aura moins de bouffées de chaleur et puis les troubles dépressifs, parce que l'antidépresseur, c'est quand même pas anodin comme type de thérapeutique. Là, on parle d'une prise en charge, globale, mais vous nous avez évoqué également ces troubles génitaux urinaires. Est-ce qu'ils peuvent être traités localement? Alors, les troubles génito-urinaires n'ont à être traités que localement. Une femme qui est sous traitement hormonal de ménopause global va certainement voir une amélioration sur le plan génito-urinaire, mais ça n'est pas une indication du traitement hormonal. Quand on a un syndrome génito-urinaire, on doit utiliser un traitement local. Le traitement local au départ, c'est des choses qu'elles peuvent chercher à la pharmacie, en parapharmacie, c'est des hydratants, de l'acide hyaluronique, des choses comme ça. Mais si le syndrome génito-urinaire est marqué avec une atrophie vaginale trop marquée, ça ne suffira pas. Il faudra à ce moment-là proposer des œstrogènes locaux. L'intérêt des œstrogènes locaux, c'est qu'ils n'ont qu'une action locale et donc vraiment, il faut dire aux patientes quand on prescrit de l'œstriol ou du promestrienne qu'elles peuvent utiliser ces produits sans risque, notamment de cancer du sein, que ces brochures sont des brochures de classe thérapeutique et comme il y a des œstrogènes à l'intérieur, il y a, toutes ces contre-indications éventuelles, que ce soit des accidents cardiovasculaires, que ce soit un cancer du sein. Mais il faut quand même que ces traitements soient proposés parce qu'ils sont d'une efficacité vraiment majeure et que surtout ça permet aux femmes de retrouver une sexualité et de se sentir de nouveau féminine. Pour conclure, docteur Letombe, quels sont les points clés à retenir, de cet entretien pour une bonne prise, en charge de la ménopause? Alors je crois que pour une bonne prise en charge de la ménopause, il faut que toutes les femmes aient une consultation dans cette tranche d'âge et il faut qu'on ait des professionnels de santé qui, pensent à poser toutes les questions que je vous ai évoquées pour qu'on puisse repérer des troubles qui n'auraient pas été mis sur le compte de cette carence hormonale et qui seraient plutôt mis sur le début du vieillissement, donc le début de la fin, ce qui n'est pas le cas. Merci, docteur Brigitte Letombe. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes, gynécologue à Paris. C'est la fin de notre entretien dédié à la ménopause, et aux traitements existants. Il a été réalisé avec le soutien institutionnel du laboratoire Astellas. À bientôt pour un nouveau podcast Vidal.